Je voudrais revenir sur une question fondamentale qui est celle du rapport des hommes et des femmes à l'oral et à l'écrit. J'ai hésité au cours de ces années entre plusieurs thèses et mes dernières réflexions me portent à privilégier une thèse que j'avais peut-être un peu mis de côté. À savoir que l'oralité, c'est-à-dire le fait de prononcer un mot, est féminin. Le fait de l'écrire est masculin. J'avais d'ailleurs récemment développé la thèse que je maintiens en ce qui concerne la langue française, en disant que la langue française était exportée par l'écrit, mais pas par l'oral. Plus exactement, que il faut distinguer dans une langue l'écrit et l'oral. La langue française est existe en tant qu'écriture, en tant que texte. Ce sont des mots qui peuvent être prononcés diversement, qui peuvent être agrémentés diversement, selon les régions, selon les milieux, mais en plus aussi selon les langues qui utilisent ces mots, et qui les utilisent à leur façon, au niveau sémantique, mais aussi au niveau de la conjugaison, de la déclinaison, etc. Et ça, c'est un autre problème, c'est un autre niveau. Il y a donc un premier niveau basique qui est le niveau des mots. Et puis un autre niveau qui est celui de leur accommodement, de leur assaisonnement. Et là, on est dans l'oralité. Ce que j'appelle dans mes travaux le code de lecture. Et il peut y avoir des codes de lecture divers pour lire une langue. Et même au sein d'un même pays, les codes de lecture ont pu changer. On ne prononçait probablement pas autrefois le OI ou A, on le prononçait OUE. Et le EU, on prononçait à mon avis EU et non pas E, etc. Donc, et ça c'est uniquement au sein de la langue française, une tradition linguistique française. Mais qu'en est-il des mots qui ont été empruntés, exportés vers d'autres langues à travers les siècles et qui ont également connu d'autres codes de lecture, tout simplement parce qu'ils sont arrivés dans une langue qui avait ses propres codes de lecture, qui n'étaient pas les codes de lecture de la langue des mots empruntés. Si on emprunte des mots français et qu'on les met en anglais ou en espagnol ou en chinois ou en hébreu, les prononciations vont considérablement varier. C'est ce que j'appelle le champ morpho-phonologique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ce qui est apporté à un mot emprunté ou reçu du passé, ce n'est pas seulement la prononciation phonologique, c'est aussi la morphologie, c'est-à-dire la grammaire, la déclinaison, la conjugaison, les dérivations qui vont également permettre de retraiter le mot emprunté. Donc d'un côté, la graphie et la sémantique jusqu'à un certain point, et encore, ça c'est un autre problème. Et de l'autre côté, la morphophonologie, c'est-à-dire comment on prononce ce mot et comment on l'utilise dans la langue en question, comment on l'utilise dans le cadre morphologique de la langue en question, avec des déclinaisons, donc des additions, des préfixations, etc. Alors maintenant, concernant le rapport entre la genèse de ce processus, et en arrière-plan, bien entendu, la question de la caverne, savoir que les femmes ne lisent pas parce qu'elles sont dans l'obscurité. Et donc, il faut que les mots s'entendent. Alors que les hommes, eux, ils sont dans le jour, dans le plein jour, et ils ont la possibilité de lire les textes, ou de lire les inscriptions, ou de lire les messages gestuels, de fumée, etc., qu'on voudra.
sur les monuments. Voilà. Donc c'est un monde visuel par opposition à un monde phonique qui est celui des femmes dans la caverne, qui ne communiquent que par le son. Sans parler bien entendu des contacts physiques, tactiles, gustatifs, olfactifs, c'est un autre problème. Et donc, dans un premier temps, les hommes faisaient des gestes. Ensuite, ces gestes ont été mis par écrit. Par écrit, j'entends sous forme d'inscription, sous forme de dessin, sur des tablettes ou tout simplement sur des bouts de bois ou sur des pierres, je ne sais pas. Troisième temps, au contact du monde des cavernes, on va établir des codes de prononciation pour que les gens des cavernes puissent avoir accès au texte écrit. Voilà comment je vois les choses. Donc, ce que j'ai dit dans des récentes vidéos sur le fait que l'on serait passé de l'oralité à l'écriture est une erreur. Enfin, une erreur, c'est pas une erreur, c'est une hypothèse qui est abandonnée. On est passé de la signalétique visuelle à l'écriture et de l'écriture à la morphophonologie qui a permis de prononcer, de donner une dimension auditive aux écrits, aux inscriptions. Alors je reviens sur ce que je disais hier, je reprécise, le texte pour le monde des femmes n'est qu'un prétexte de toute façon. C'est-à-dire que non seulement, alors c'est un deuxième niveau de discours que je tiens ici, non seulement le texte va être prononcé et va avoir une dimension orale, mais en réalité, ce n'est pas tellement le contenu du texte qui est important, c'est la musicalité du texte. C'est-à-dire que le texte va apparaître plutôt comme une partition musicale, et même quand ce sont des textes qui ont une signification intrinsèque, ça n'est pas important, c'est l'interprète, c'est celui qui va lire le texte, qui va jouer le texte, en prenant le mot texte dans un sens très large, hein, musical, poétique, etc., qui va y mettre du sien déjà. Il va y avoir une valeur ajoutée de l'ordre de l'oralité, et ça explique pourquoi les femmes peuvent très bien se satisfaire de textes écrits dans une langue étrangère, parce que, de toute façon, c'est le ton, l'intonation, la mimique, parce que malgré tout, il y a une dimension visuelle qui doit exister aussi, d'une certaine mesure. On n'est pas complètement dans l'obscurité, donc il y a quand même une forme de présence. La façon dont la personne déclame le texte va quand même être perçue non seulement oralement, mais aussi visuellement, par des gestes, mais ce ne seront pas des gestes au sens de la communication dont je parlais tout à l'heure, c'est un accompagnement qui exprime le ressenti de la personne. On ne cherche pas à communiquer un contenu, comme dans le langage des signes, on cherche à communiquer une émotion. Une émotion. Dans ce sens-là, effectivement, les femmes sont très sensibles à l'émotion qui s'exprime chez quelqu'un, et beaucoup plus qu'aux mots qu'il utilise. C'est pour ça que quand il y a un débat, elles font surtout attention au fait que les gens s'énervent, polémiquent, font que au contenu. Hein. Elles sont souvent frappées, énervées par la tonalité, la façon dont la personne s'exprime, plus que par ce qu'elle dit, plus que par le contenu. Voilà, je resterai là et je conclurai qu'effectivement, le monde des femmes et le monde des hommes ont des valeurs totalement différentes, mais qu'effectivement, comme on le voit, il y a des modes de communication. Modes de communication qui font qu'on apprend à
à utiliser le texte écrit avec une oralité qui peut faire sens, encore que c'est plus c'est bon, c'est plus une instrumentalisation du texte qu'une véritable volonté de le comprendre. Bon, question. Et puis, il y a eu aussi, bien entendu, des arrangements sur le plan sexuel qui ont fait qu'aussi, sur ce plan-là, le monde des hommes et le monde des femmes, qui au départ devaient être complètement séparés, qui correspondaient à des univers totalement différents, avec des évolutions totalement différentes. Je pense aux humanités différentes qui ont pu se combiner, Cro-Magnon, Néandertal, Homo sapiens, etc. Là aussi, bien entendu, il y a eu et c'est intéressant parce que sur le plan sexuel, il y a un problème de codage aussi qui existe. En tout cas, dans le domaine le passage de l'écrit à l'oral, dans le passage de au niveau de la fécondation, il y a eu des phénomènes de synergie et de symbiose entre le monde des hommes et le monde des femmes qui aboutissent au monde où nous sommes, où les femmes sont porteuses des valeurs intrinsèquement, subconsciemment d'une humanité A et les hommes d'une humanité B. Ce qui nous permet de remonter très loin dans le passé. Le passé se perpétuant dans le présent.